Bonsoir. Déjà, un grand merci Yves Naché de cette invitation, puis au Forum d'architecture d'urbanisme à la ville, et puis également à l'Ordre des architectes. Je suis ravi de vous présenter mon travail ce soir. C'est un petit peu un bilan de mi-parcours. C'est ce que me dit aussi mon psy, quoi. C'est un moment où il en reste autant devant qu'on a derrière. Donc, c'est une manière un peu de se poser des questions et de voir comment on a avancé, puis de le partager. Donc je suis architecte, je suis aussi enseignant-chercheur. C'est pour ça que cette conférence s'appelle Architecture, recherche, pratique et recherche. Et la pratique est, on va dire, au singulier, alors que les recherches sont multiples. Si ça veut bien marcher, voilà. Elle s'organise en, on va dire, 5 chapitres. Le premier, que j'appelle recherche-action, concerne justement un petit peu les prémices et cette volonté que j'avais en tant qu'étudiant à concrétiser, à travailler la matière. C'est vrai qu'on était beaucoup sur du papier, des choses très théoriques, et avec mes camarades à l'époque, on s'est réunis pour fonder un collectif qui s'appelait Existe, et avec lequel on a travaillé sur la question du délaissé et de l'architecture démontable pendant pratiquement 10 ans. Le deuxième, c'est mon engagement dans l'enseignement, dessiner et construire. C'est l'idée d'un design build lab, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Le plus connu, c'est les grands ateliers de labo où j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Après, c'est la manière de s'engager dans un processus de recherche, parce qu'on dit beaucoup en architecture qu'on fait de la recherche, que le projet c'est de la recherche, mais ce sont deux choses qui sont néanmoins distinctes en termes de méthode et extrêmement complémentaires justement dans la pratique de ce métier. Enfin, les hypothèses, c'est plutôt la manière dont, après ces 20 ans d'activité, je commence à formuler des idées un peu nouvelles et peut-être un peu originales. Et la synthèse, c'est l'idée de mettre cette recherche en pratique, et ça finira par la présentation du projet qu'on a proposé ici il y a maintenant pratiquement 3 ans et qu'on espère construire un jour. Alors tout ça s'inscrit dans ce que vous connaissez tous, la préoccupation qu'on a, et en tout cas qui est la mienne très importante sur cette question des défis climatiques. Ce qu'on voit ici, c'est une espèce de représentation circulaire des différents scénarios du GIEC. On ne sait pas exactement dans lequel on se situe, on va plutôt dans cette direction. Et je pense qu'on le sent tous. Ça a commencé sur un terrain vague, en marge du parc de la Villette, et avec 5 camarades, un petit peu de façon militante, on a décidé, alors qu'on nous proposait de faire un projet personnel de fin d'études, de faire un travail collectif de fin d'études, et on s'est mis en scène, c'était au moment du loft, si vous vous souvenez de Louana, nous-mêmes sur ce terrain vague pendant 5 semaines, et on a fait un voyage immobile. On avait loué 2,5 tonnes d'échafaudage, on a dû s'enfiler 2,5 tonnes de merguez, et on est resté là à transformer et à vivre l'architecture. Et en fait, on a filmé l'intégralité du processus de transformation de ce bâtiment. C'est un peu comme faire du camping en ville, sauf que c'était à Paris. Et ça a été une aventure, et le début d'une aventure humaine assez incroyable. Derrière ça, on a été invité par un architecte qui était assez important dans le développement de ce travail, qui s'appelle Patrick Bouchin, que vous connaissez sans doute, à organiser dans un bâtiment qu'il était en train de construire, c'était en 2004 à Lille, qui était capitale culturelle, un programme qui s'appelle EASA. Ce sont des rencontres, une sorte de summer school pour les étudiants en architecture européens, et il fallait organiser avec un budget de 100 000 € l'hébergement de 450 étudiants dans une friche d'environ 1500 mètres carrés. Et on a repris nos échafaudages et on a organisé des kits, un peu à la façon Dogville, des cheminements de sécurité, de façon à ce qu'un couple, ou en tout cas 2 personnes, puissent vivre dans un cube de 2 par 2 qui faisait à peu près 250 kg d'échafaudage. J'avais déjà une préoccupation pour le poids des choses. Et par les liaisons sociales, en fait, si vous mettiez 2 cubes ensemble, vous gagnez des pièces, et en fait, vous pouviez vous constituer une amélioration de votre confort simplement en vous agrégeant, et c'est le principe de la ville. Ce projet s'est appelé République éphémère, et c'était justement une forme d'expérimentation grandeur nature à échelle 1 d'un groupe d'étudiants pour vivre dans une friche.
Et on a organisé, nous, Service Public, c'était le nom de notre organisation, en fait, une station de lavage et puis une station de mangeage qui permettait à ces 450 personnes de manger et de se laver dans cette friche. Et ça a été le début d'une aventure assez incroyable parce qu'on a continué à filmer les processus. On a toujours eu la chance d'avoir des photographes qui venaient suivre notre travail. Ça, c'est un photographe qui photographie plutôt les projets de Renzo Piano, normalement. J'ai oublié son nom, mais ça va peut-être me revenir. Et qui, du coup, nous a permis de médiatiser ce travail. Et on a eu l'opportunité, comme ça, d'aller dans différents endroits. On s'est retrouvés un été dans le Palais du Peuple, bâtiment qui aujourd'hui a été détruit à Berlin, qui était le symbole en fait du Berlin occupé. Et on a construit cette montagne en échafaudage qui s'appelait Der Berg, comme le quartier Kreuzberg en fait. C'était l'idée. On a fait ça avec le théâtre de la ville de Berlin, d'inviter la population, les Berlinois, à voir ce bâtiment une dernière fois. C'était une forme de militantisme déjà pour ne pas démolir ce bâtiment sur lequel on a reconstruit un ersatz de l'ancien château. Tout ça pour dégager le symbole du communisme qui avait occupé la ville pendant un long moment. Derrière, on est allé à Barcelone, au moment où Jean Nouvel inaugure la tour Akbar. Nous, on l'a fait décoller et exploser dans l'espace. Encore une fois, on est dans ce quartier qui s'appelle Poblenou, et on est dans un quartier très populaire. Il faut imaginer qu'à côté, c'est un squat, et nous, on a été ramener en fait l'eau et l'électricité et habiter ce camping vertical pendant une durée d'environ 15 jours. Et on est arrivé avec un groupe de 50 personnes et on a construit ce bâtiment capable d'héberger ces 50 personnes en 48 heures. Et donc cette idée, ce projet, là c'est Space Station, mais on l'appelait la station extraterritoriale, et c'est toujours une manière de fabriquer finalement une forme de sociabilisation simple, assez radicale, pour montrer qu'on pouvait construire ensemble, pas cher, pour répondre à des problématiques sociales et économiques. Derrière, on a eu la chance, 3 ans plus tard, en 2006, d'être invité aux côtés de Patrick Bouchain pour représenter la France à la Biennale d'architecture de Venise. Et on a eu la chance de vivre dans ce magnifique jardin que sont les Giardini pour construire cette installation. C'est un peu comme si c'était une station spatiale qui s'était écrasée dans une villa palladienne, mais c'était surtout une manière de mettre notre villa. Le thème, c'était la métacité, c'était dans des choses très orientées sur la technologie, et nous, l'idée, c'était toujours de remettre l'humain au centre, de rester avec peu de choses et de montrer qu'en fait, on pouvait aussi quitter les lieux sans forcément laisser trop de traces. Et ça a été vraiment une aventure extraordinaire dans le sens où j'ai appris à faire de la plomberie, de l'électricité, de la menuiserie, de la soudure, et finalement tous ces métiers de la main qu'on n'avait pas beaucoup abordés dans la formation précédente des 6 ans en architecture. Et donc en fait, c'est ce que retrouvent aussi finalement beaucoup de jeunes aujourd'hui, cette idée de pouvoir manipuler les choses et les construire. C'est aussi très ancré dans finalement une écriture architecturale qui était qui avait beaucoup d'influence, et c'était assez fort parce que pendant cette biennale, j'ai eu la chance de rencontrer justement Richard Rogers, qui est vraiment un de mes maîtres à penser, aussi bien sur la question constructive que sur l'engagement écologique, et qui recevait le Lion d'Or cette même année pour toute son œuvre à la Biennale de Venise. Derrière, on est retourné voir Yves Nacher, qui était notre contact et coordinateur à l'Institut français, et on a proposé de détourner l'argent de l'hébergement des hôtels pour activer un bâtiment, cette fois, qui n'aurait pas été achevé. On avait travaillé avec un collectif qui s'appelle Coloco, qui sont un peu les enfants spirituels de Gilles Clément. Si vous connaissez Gilles Clément, c'est celui qui a théorisé la question du tiers-paysage. Et du coup, on nous a proposé ce bâtiment magnifique, qui est une forme de copie de l'Everhouse de Skidmore, Owen Merrill, si vous connaissez ce bâtiment à New York, et qui était l'ancien siège de la Compagnie nationale du verre brésilien, qui était une
une compagnie qui, pendant la dictature, en fait, a perdu tous ses marchés publics et a fait faillite. Et derrière, ce bâtiment a été repris par la police fédérale brésilienne et en a fait une forme de Guantanamo. Enfin, c'était un haut lieu de la torture et de l'autoritarisme pendant la dictature brésilienne. Donc on s'est mis à imaginer un processus dans lequel on réactiverait ce bâtiment. La première question était la mise en sécurité. On a réutilisé, fait appel à nos échafaudages. Donc l'idée, c'est de monter un échafaudage progressif, de construire des cabanes qui nous permettent en fait de loger le temps de cet événement culturel qui devait durer 1 an et de sécuriser le bâtiment. Et au-dessus, on avait installé ce qu'on appelait la cobertura publica, qui était en fait un lieu public, un jardin, parce qu'à São Paulo, les toits ne sont qu'accessibles qu'aux milliardaires qui ne touchent pas le sol et qui se promènent en hélicoptère de toit en toit. Et donc l'idée, c'était aussi de rendre cette toiture à la population. Et c'est un travail qu'on avait entrepris avec de nombreux artistes, notamment Os Gemeos, mais aussi le mouvement des Sem Teto, qui est le mouvement des sans-toits de São Paulo, qui était activement engagé dans le processus de ce projet. Et puis après, on s'était amusé à finalement reprojeter l'image de Rogers sur cette tour en se disant mais pourquoi l'architecture s'arrêterait d'évoluer? Finalement, beaucoup de bâtiments se sont construits dans le temps. C'est ce que aujourd'hui théorise Marvin Trachtenberg avec le livre que je vous recommande qui s'appelle Building in Time, qui raconte que, par exemple, au XIIIe siècle, à Florence, aucun architecte ne survivait à la construction de son bâtiment. Et ce qui fait la beauté et l'incroyable cohérence, c'est le respect mutuel de ces architectes. Certains arrivent pour finir l'œuvre de leurs aînés et certains lancent des défis. Pour donner un exemple, c'est ce que raconte Trachtenberg, on ne savait pas comment construire le dôme de Florence au moment où on a commencé à en faire les fondations. Et c'est Brunelleschi lui-même qui a relevé le défi et qui a trouvé la solution constructive pour fabriquer la coupole. Et donc c'est un peu ce que suggère de façon intuitive, aujourd'hui je le théorise un peu plus, c'est l'intérêt de la thérapie et de la recherche, mais cette intuition en fait m'a toujours porté, c'est-à-dire que mettre en mouvement l'espace, finalement, essayer d'introduire ce qu'on les Italiens parlent de chronotopie, en tout cas la dimension temporelle dans l'évolution de la construction. Malheureusement, cette année-là, on n'a pas fait le grand banquet pour la finalisation de tous les projets culturels. Sarkozy était aux manettes du pays, maintenant il est à Santé. Mais en tout cas, il est parti à ce moment-là à Rio pour inaugurer la saison, et donc aucun des projets culturels n'a été financé. Le mouvement des Sans-Toits a quand même décidé d'occuper le bâtiment et il s'est transformé dans un des plus grands squats en fait, vertical du centre de São Paulo. On peut lancer l'image, normalement, si vous cliquez. Il y a des petites surprises dans la... Et là, on voit voilà, l'état du bâtiment. Donc effectivement, ils ont construit des cabanes. Mais ils ont construit des cabanes, cette fois sans architecte. Mais ils ont quand même remis l'eau, l'électricité. Et il y avait plus de 500 personnes qui vivaient dans ce bâtiment, qui fait à peu près 12 000 mètres carrés, dans des conditions, évidemment, d'insalubrité et surtout un manque de sécurité, puisque ce fameux escalier de secours qui était nécessaire pour pouvoir occuper le bâtiment n'a évidemment jamais été financé, non construit. Il aurait fallu à peine 1,5 million, tout ça en crédit d'impôt pour des entreprises françaises, mais on est aussi en 2008, dans un moment où la crise financière touche tous les pays du monde, et évidemment, on n'a pas reçu nos financements. Ce projet, pour moi, a signé la fin de cette aventure. Ça a été vraiment difficile. Pendant 2 ans, j'ai fait des allers-retours au Brésil, et finalement... effectivement, nos travaux avaient bonne presse, mais le processus et, on va dire, la promotion immobilière et la financiarisation de la construction s'est de plus en plus emparée en fait, de notre métier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager plus activement dans la question de l'enseignement.
Le premier workshop a été un hommage à un autre de mes maîtres qui s'appelle Yonah Friedman, qui est un monsieur qui était le fondateur du groupe d'études d'architecture mobile dans les années 50 et qui a influencé Rogers et qui a influencé Piano, qui en a influencé beaucoup, qui a influencé le groupe Archigramme et que j'ai eu la chance de rencontrer très tôt, j'avais à peine 20 ans, et que j'ai vu régulièrement, une fois par an. C'était un petit rendez-vous qui durait 40-50 minutes, dans lequel je lui montrais, c'est plutôt lui qui me disait ce qu'il pensait et ce qu'il fallait faire. C'était une sorte de rendez-vous très particulier. Et du coup, lui était une sorte de militant de l'idée un peu extrême de spatialiser une ville en mouvement qui permettrait justement de répondre aux défis du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est-à-dire de passer d'une capacité de 2 milliards d'individus à celle de demain qu'on attend qui serait d'environ 12 milliards. Et donc c'est l'idée peut-être de détacher la propriété foncière du sol et de la mettre en mouvement et de la partager. Et pour faire ce travail, en fait, on a réuni une cinquantaine d'étudiants en art et en architecture, et on n'avait pas un rond. Donc on avait des dessins qui étaient sur des A4, et on les a projetés avec des vidéoprojecteurs, et on les a peints en 4x3 à l'acrylique et au crayon de papier sur les murs du musée. Donc on a tagué 1200 mètres carrés du Ludwig Museum de Budapest. Et en utilisant des emballages d'électroménager, en utilisant nos fameux échafaudages, on a reconstitué en fait et mis à l'échelle pour le rendre visible en fait ces petits dessins qu'il faisait dans son habitat social du boulevard Garibaldi à Paris. Et la phrase qui accompagnait le visiteur, qui était écrite évidemment en anglais et en hongrois, parce qu'il faut comprendre que Yonah Friedman est un juif hongrois qui s'est caché pendant la guerre, qui a fait des faux papiers pour que les gens puissent sortir. Il a été faussaire pendant un moment. Il a fini ses études à Haïfa et il est venu ensuite se réfugier en France et il n'a jamais eu en fait ses papiers pour pouvoir avoir la reconnaissance d'architecte. Il n'a jamais arrêté par contre de produire des idées. Une de ses plus belles idées, pour vous en citer un exemple, c'était de se dire ah bah tu vois Philippe, ils construisent, ils dépensent des milliards pour faire des nouvelles gares et ils appellent ça le Grand Paris, alors que pour moi le Grand Paris c'est une carte orange qui te permettrait d'aller à Londres. Et c'était ça la vision de Yonah Friedman, c'était une vision à la fois radicale et simple en fait de juste décaler certaines règles du jeu et de changer en fait les règles plutôt que de transformer les infrastructures pour conserver des règles. Donc c'est une forme de résistance comme ça extrêmement forte. Et donc il disait ça, les objets exposés ne sont pas uniquement des objets, mais ce sont des idées, et l'histoire de ces idées, continuer ces idées, c'est à vous. Et ça a été aussi un grand passeur, il est disparu à l'âge de 98 ans, il aura eu à peu près 70 ans d'influence sur la transformation de la pensée, évidemment de certains architectes, pas de tous. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir l'opportunité, je parlais des grands ateliers de l'île d'Abo, et puis stimulé aussi par un autre maître qui est Shigeru Ban, pour qui je travaillais à l'époque sur différents projets, plutôt en tant qu'illustrateur. Il me dit, mais Philippe, il faudrait quand même que tu arrêtes d'utiliser tes échafaudages, ça serait bien que tu les dessines maintenant, tu es grand. Donc j'ai pris Shigeru Ban au mot et je suis allé avec un groupe d'étudiants en art et en architecture, dessiner des échafaudages où cette fois les tubes n'étaient plus ronds mais étaient carrés, et puis il n'y avait plus de rondelles pour pouvoir accrocher les éléments, mais des systèmes on va dire, simplifiés qui me permettaient d'intégrer en fait des panneaux isolants et de faire fonctionner et collaborer une structure à ossature bois et une ossature métallique. Et on m'a toujours dit, mais pourquoi est-ce que tu ne te limites pas au bois ? Parce que je venais de l'échafaudage d'une part, et qu'en plus, ce qui avait très intéressant avec ces petits objets filaires, c'est que, et c'est ce qui nous arrivait avec Exist, c'est qu'en fait, on visualisait la construction avant de la faire. C'est comme quand un architecte trace les premiers traits qui va donner la trame et les règles du jeu, et cette visualisation de l'espace à construire donnait une énergie extrêmement incroyable. Il faut imaginer qu'on a construit toutes ces pièces en bois dans un délai de 4 jours aux grands ateliers de l'île d'Abo avec ce petit groupe d'étudiants qui n'avaient jamais rien construit de leur vie. Et donc aussi, toute l'idée de ce travail, c'est de travailler sur les modes opératoires, de les faciliter pour pouvoir rendre accessible la construction au plus grand nombre. Donc on est un peu dans le contre-pied de l'exploit constructif qui a guidé quand même toute la deuxième partie du XXe siècle, et dans une idée plutôt de démocratiser l'acte de construire. Et après, on a développé un projet
qui était en fait la boîte à construire, et puis les ateliers qui étaient des ateliers transformables. Et en fait, l'intégralité de ces modules, parce que le client à la base souhaitait acheter des conteneurs et les customiser, et j'ai dit mais moi je t'en mets 4 des conteneurs dans un conteneur, et donc il m'a pris au mot, et on a fait cette structure démontable qui tenait intégralement dans son contenant. Et on a travaillé comme ça aussi sur la question de optimiser l'efficacité constructive évidemment, mais aussi de toutes les données de transport et de matière. Et c'est un projet qui a ensuite été installé sur une autre friche, cette fois plus institutionnelle. C'est la friche qui est attenante à la gare Jean Massé, qui se situe à Lyon, et derrière les anciens hangars Fraissinet de la Cernam, sur lequel en fait on a réactivé par cette résidence d'artistes en fait un terrain délaissé, et on l'a occupé contre la tonte de la pelouse, donc c'était pas un mauvais deal pour l'association qui était en charge du projet. Et puis on en a fait un petit peu quelque chose aussi avec cette idée de travailler vraiment sur la mesure des matériaux tels qu'ils sont, c'est-à-dire que toutes les barres en fait font 3 mètres 0,6, parce que 0,6, 6 cm c'est la section de l'acier, et 3 mètres les barres nous arrivent en 6 mètres, donc on les coupait en deux, et donc en fait toute cette construction est faite avec un principe de zéro déchet. Et donc rien n'est jeté, et même les doudounes, comme on les appelait, qui sont ces espèces de sur-isolation, sont faites avec tous les rebuts d'isolant pour pouvoir optimiser l'intégralité de la matière de cette construction. Je rêvais en mettre absolument partout, j'en ai mis qu'à Lyon, mais le projet est toujours disponible au cas où ça intéresserait certains d'entre vous. Derrière, une autre itération à partir de ce principe, ça s'appelle le musée passager. Et là, c'est un pavillon d'exposition d'art contemporain. C'était à l'époque où Julien Drey était à la direction de la culture à l'Île-de-France. Et il nous a lancé il a lancé ce projet, et nous, on a gagné cet appel d'offres, pareil, en mettant 180 mètres carrés dépliables dans 2 conteneurs de 20 pieds. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'est un système totalement démontable, constructible en 3 jours par un groupe de 8 personnes, d'un pavillon d'exposition itinérant, et qu'on voit ici installé à Ivry, et qui s'est déplacé comme ça pendant 4 ans. Malheureusement, il n'a pas survécu à l'alternance politique, et donc il doit être quelque part stocké. J'ai essayé de le retrouver, personne ne sait où se trouve le musée passager, mais on lui souhaite un bon voyage. Et ça, c'est l'intérieur. Et ce qui avait de formidable dans ce projet, c'est qu'on a eu un soutien très fort en fait de tous les industriels. Donc là, c'est au moment où l'Ignatec, qui est la boîte qui importait les premiers panneaux de CLT, on est en 2014 en France, nous a donné en fait l'intégralité du bois du plancher. On a continué à faire nos tubes de serrurerie, on avait Samod qui nous prêtait les appareils, et donc en fait c'est un projet qui coûtait pas grand-chose, parce qu'on a eu un énorme support des industriels. Et là, j'ai commencé vraiment aussi à me rendre compte qu'en travaillant avec les gens qui produisent la matière, en fait, il y a un potentiel d'innovation, parce qu'on parle le même langage, alors que des fois, c'est beaucoup plus dur de parler avec un maître d'ouvrage, de parler avec un promoteur, qui lui va s'intéresser uniquement au bilan financier, va jamais regarder ni le tenant et les aboutissants, alors qu'avec ces partenaires-là, on peut parler sur la question des matériaux. Et là, on voit l'installation du pavillon. Et encore une fois, on a cherché à en installer, ça c'est sur le toit des magasins généraux à côté de la Seine à Paris, avec l'idée de faire, inspiré d'un plan des architectes que j'aime beaucoup, qui s'appelle HH Architectes à Barcelone, d'utiliser ce même principe constructif pour faire un centre d'hébergement qu'on avait appelé l'Hôtel des Jours Meilleurs, en hommage à la Maison des Jours Meilleurs de Jean Prouvé. Et puis derrière, on est en 2017, donc c'est 5 ans après les premiers prototypes, continuer à faire évoluer ce système constructif, à l'optimiser petit à petit, et arriver en fait ce matériau extrêmement intéressant, et ça c'était présenté à la Triennale d'architecture de Lyon. Et c'était au moment où tout le monde mettait du bardage bois sur des murs en béton avec de l'isolant pour dire qu'ils faisaient de la construction écologique. Et donc c'est une forme de pied de nez, parce que là on a un mur ossature bois en fait préfabriqué avec des caissons de 15 cm d'épaisseur. On a un système d'échelle démontable en aluminium
qui permet de remettre 10 cm d'isolant quand c'est nécessaire. Et derrière, en fait, on a des panneaux ductales de 1 mètre par 3 qui servent à faire la stabilité du bâtiment. C'est-à-dire que c'est le revêtement qui stabilise le bâtiment et qui lui donne sa pérennité dans le temps. Et donc, c'est un renversement total du système constructif sur lequel je continue à travailler toujours aujourd'hui. Et c'est extrêmement aussi intéressant en termes d'espace, puisque c'est un mur qui, au total, avait une emprise d'à peine 28 cm, quand le complexe d'un voile de 18, plus d'un isolant de 15, plus d'un surisolant quand c'est nécessaire, plus d'un bardage, va quasiment atteindre 45 à 50 cm. Donc on économise aussi beaucoup de surface, avec toujours cette idée d'une construction totalement démontable. L'idée, c'est que la conception d'aujourd'hui, pour moi, doit être le réemploi de demain. Et ces petites pièces qui m'auront pris justement un certain nombre d'années, et finalement, ce sont des pièces d'échafaudage carré, avec le système de clavette ici qui permet de monter des IPN comme on montrait finalement des échafaudages, c'est-à-dire extrêmement efficacement. J'ai fait pas mal de chantiers moi-même, et quand on doit tenir à la main et qu'il faut mettre les 4 écrous, c'est toujours galère de mettre le premier, alors que là, avec cette petite clavette, on a une solution comme ça de montage super rapide et efficace. Et puis un jour, j'ai passé mon jury après déjà une douzaine d'années de loyaux et services en tant que vacataire, contractuel, maître de conférences associé. Et puis il y a un monsieur qui me dit « Mais votre projet n'est jamais qu'une mauvaise copie du Moduli 275 de Guliscan et Palasma. » Et là, je tombe de ma chaise parce que je ne connais pas le projet dont le monsieur me parle. Et du coup, je me dis... il va falloir, pardon, j'ai fait une petite erreur, il va falloir chercher davantage en fait. Et effectivement, j'ai fait une erreur assez importante, c'est que je n'ai pas fait un état de l'art avant de faire un prototype, quoi. Et c'est là où je dis que le projet n'est pas de la recherche. Quand vous rentrez dans un processus long, un processus de recherche, il est impératif de faire un état de l'art pour définir vos hypothèses et ensuite rentrer dans la constitution de solutions pour derrière avoir un objet et une production. Et ça, on ne l'apprend pas dans le développement des projets d'architecture. Et c'est en ce sens-là que, de mon point de vue, il y a des recherches. Elles sont multiples. Elles ne coûtent pas grand-chose, puisqu'en fait, elles sont purement intellectuelles. On va d'information en information, et les outils qui sont à disposition sont de plus en plus performants pour le faire. Et derrière, il y a la pratique qui, elle, finalement, va retenir le meilleur de ces hypothèses pour pouvoir les réaliser. Alors que trop souvent, on copie les objets, les projets des uns et des autres, sans les citer d'ailleurs, et de façon généralement un petit peu malheureuse, parce qu'on les a regardés que de l'extérieur et sur photo, et on n'est pas réellement rentré dans le cœur du projet. Il va se passer un autre chose à ce moment-là. Je vais vous laisser renvoyer l'autre vidéo. Moi, je n'ai pas vraiment de mots, mais la sécurité incendie n'a jamais été installée et l'immeuble a brûlé. On est en 2018, c'est 8 ans après le projet. Ce jour-là, on est le 1er mai, je ne l'oublierai jamais, et je reçois un appel, et c'est CNN qui appelle, et qui me dit « Ah, monsieur Risotti, vous avez travaillé sur le projet de l'immeuble Wilton Paes de Almeida », c'est comme ça qu'il s'appelait. Et en fait, un peu comme le 11 septembre, quoi, je l'ai vu brûler en direct, et après il s'est effondré. 72 personnes sont mortes. Ça a été un choc énorme. Et ça a été aussi, on va dire, cette question de la limite de l'architecture, quoi, parce qu'on a beau finalement faire des hypothèses, on a beau dessiner des projets, si derrière il n'y a pas une volonté politique forte et un accompagnement pour essayer d'aider les gens qui en ont besoin, essayer de contrecarrer les inégalités, on est à ce type de drame, et en fait, ça coûte des vies, ça coûte de l'énergie, ça coûte des bâtiments, et donc c'est des pertes pures. Voilà ce qu'il est resté de ce magnifique immeuble, un tas de cendres, et dans lequel en fait seules 7 personnes ont été identifiées, parce que sur les 72 disparus, en fait, la plupart étaient des migrants sans papier, et donc ils n'existaient pas à l'état civil. Il faut imaginer que quand c'est arrivé, Bolsorano s'est emparé de ce fait divers en disant qu'il fallait éradiquer la vermine, c'est-à-dire en même temps les gens qui squattaient des bâtiments, en même temps
les gens les migrants, et le mouvement des Sans-Toit a été emprisonné, complètement cassé, qui était tenu par des femmes. Elles sont allées en prison jusqu'à ce que Lula reprenne les manettes du pays. Donc ça a été un moment vraiment très difficile. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer de manière plus concrète dans la question de la recherche. Il s'avère que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la question du carbone et de comprendre en fait quelles étaient nos émissions, quelles étaient finalement les solutions de captation du carbone, à la fois au niveau terrestre et mer, et de rentrer dans cette question du cycle du carbone. Et j'ai proposé un premier projet de recherche cette fois au pavillon de l'Arsenal à Paris, qui s'est appelé l'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboné. Et en fait, l'idée était simple, c'était de s'intéresser finalement au poids du bâtiment. Parce que je travaillais avec une fondation qui s'appelle la Fondation Holcim pour la construction durable, dont j'avais été lauréat pour un projet que je vous montrerai un peu plus tard, et qui travaille avec la chaire construction durable de l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui est dirigée par un Français et qui m'a expliqué tout simplement comment on calcule le carbone. Et en fait, c'est pas très compliqué. En France, c'est un processus extrêmement lourd parce qu'en fait, on a laissé la main aux industriels en faisant ce qu'on appelle des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Mais la méthode de l'éco-bilan suisse, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous prenez la quantité de chacun des matériaux, vous lui affectez un ratio carbone et au moins vous pouvez faire un calcul et une évaluation des émissions. Ça s'est passé aussi au moment de la mise en place de la RE 2020, que sans doute beaucoup d'entre vous ici qui sont architectes connaissent, donc la réglementation environnementale 2020, qui a été installée en 1er janvier 2022 et décalée à cause de cet épisode du Covid. Mais ce qui m'intéressait de voir, c'est qu'en fait, on a eu, à partir du choc pétrolier de 73, la première RT en 74, réglementation thermique, et malgré toutes ces réglementations thermiques jusqu'à la 2020, la température n'a pas arrêté de monter, quoi. Donc, ce qui m'intéressait de voir, c'est qu'en fait, quelle était la valeur de cette réglementation et n'existait-il pas dans l'histoire de la construction, finalement, des solutions qu'on pourrait analyser, réemployer. Quel est le poids, finalement, carbone des différents bâtiments que nous ont laissé l'histoire. Et j'étais aussi parti de l'hypothèse de la démontabilité. Je vous expliquerai plus en détail. Ça, c'est simplement les modalités de l'analyse du cycle de vie. Et on voit en fait les modules A qui correspondent en fait à tout ce qui va être de l'extraction, du transport, de la fabrication et la construction. Et puis ensuite, les modules qui correspondent à l'usage, le désassemblage et le recyclage ou le réemploi des matériaux et qui permettent de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants du cycle de vie. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'évidemment, dans la compétitivité internationale qui est la nôtre, chaque pays a sa réglementation. Les Suisses, qui ont été les premiers à mettre l'éco-bilan en place, n'utilisent principalement les modèles A1 à A3. Les Américains ont suivi le pas des Suisses parce qu'en fait, les meilleures universités suisses et américaines travaillent beaucoup ensemble sur la question du cycle de vie. Les Français et les Allemands cherchent évidemment à faire mieux que les autres et donc ont imposé l'intégralité du cycle de vie dans les émissions. Néanmoins, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que finalement, ça reste des évaluations. On n'en sait pas vraiment beaucoup. On est capable de se donner comme ça des ordres de grandeur, mais déjà, on n'est pas forcément capable de comprendre ce qu'est une émission de carbone. Une manière de comprendre, c'est qu'on dit souvent qu'un Français émet à peu près 10 tonnes, entre 7 et 12. 7, c'est si vous ne comptez pas les importations, 12, c'est si vous comptez toutes les importations. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a de fortes inégalités. C'est-à-dire qu'un étudiant, il va plutôt être entre 2 et 4 tonnes de carbone émissions annuelles, alors que certains des plus fortunés de notre population vont atteindre les 300-400 tonnes annuelles. Ce qu'il faut aussi essayer de comprendre, c'est quelles sont finalement les émissions de notre production contemporaine. Et donc nous, on a essayé de faire le lien dans cette analyse entre la masse des choses et puis leurs émissions potentielles. Ce qui est intéressant aussi avec les émissions carbone, c'est qu'elles renversent finalement cette statique qui a animé
tout l'art de la construction pendant 5 millénaires, puisqu'on a finalement travaillé sur l'empilement des choses pour les faire tenir dans le temps. Et là, d'un coup, on s'intéresse à un état gazeux potentiel. C'est-à-dire que avec les émissions carbone, 1 kg de plastique, de polystyrène d'isolation, ça fait quasiment 7 kg d'émissions de CO2. 1 kg de pisé, ça fait à peine 20 grammes. D'un coup. Et puis c'est vrai que je pourrais poser la question à un enfant, qu'est-ce qui est le plus lourd, 1 kg de polystyrène ou 1 kg de pisé? Derrière, on a donc analysé également la production contemporaine. Et on s'est rendu compte, pardon, je suis passé un peu vite, une maison française, telle qu'elle s'est construite principalement avant le Covid, et puis on va dire de 2000 à 2020, la taille maison, ça vous le trouvez sur le site de l'INSEE, c'est très simple, ça fait 120 mètres carrés. Un appartement, c'est à peu près 80 mètres carrés. On a construit autant d'appartements que de maisons, en moyenne 200 000 par an, 200 000 appartements, 200 000 maisons, pendant les 20 années entre 2000 et 2020. Une maison, ça fait environ 1,2 tonne par mètre carré. On a modélisé, c'est pas juste un petit cube, il y a chacun des parpaings, il y a chacun des éléments, c'est des maquettes numériques extrêmement précises en fait, qui nous permettent de faire ça, et ça c'est ce que vend un constructeur de maisons individuelles lambda comme une maison dite moderne. Et en fait c'est un radier de béton ou des fondations un peu légères, des murs en parpaing, plancher ourdi sur 2 niveaux, un bon petit isolant dans un polymère quelconque. Ici on a quand même mis des fenêtres en aluminium, et puis ça pèse environ 1 tonne de du mètre carré, ça veut dire 144 tonnes par maison. Ça donne à peu près l'emprise de ce que vous possédez. Et ce dont il faut se rendre compte, on parle souvent de la question des limites planétaires, c'est que on consomme en gros environ 200-250 tonnes par habitant de biens individuels, et on a à peu près autant, plutôt dans les 200 tonnes, 220 tonnes de biens communs. Quand je dis biens individuels, c'est tout ce que vous allez acheter, manger, jeter au cours d'une vie, mais la grosse partie, ça va quand même être votre habitat, vos voitures, et ainsi de suite. Mais il y aura aussi tous les litres d'essence que vous aurez cramés, et ainsi de suite. Et puis après, le reste, c'est tout ce qu'on partage. Et on en partage beaucoup. On partage les routes, on partage les écoles, on partage les hôpitaux, on partage les aéroports. Et donc, en fait, cette infrastructure, ça conduit à peu près à 400-500 tonnes de biens pour nous, les Occidentaux privilégiés dans nos pays à économie avancée. Sauf que la Terre, elle peut à peine soutenir pas plus de 100 tonnes par habitant. Donc ça pose aussi cette question d'une égalité face à la question de la matière. Quand on a analysé ensuite les logements collectifs, donc ça c'est un immeuble lambda de promotion tel qu'il peut se faire dans toutes les périphéries des villes moyennes de France, évidemment ça pèse un peu plus lourd parce qu'on va superposer des structures, on arrive à peu près à 1,5 tonne par mètre carré, mais finalement, un appartement est toujours un peu plus petit, va faire que 80 mètres carrés. Avec les communs, on va monter à peu près à 100 mètres carrés. Et donc, on est à peu près pareil en termes de consommation de matière sur un logement individuel pour la question des biens. Par contre, le gros avantage, n'en déplaise aux détracteurs de la ZAN, c'est qu'il y a quand même 3 fois, 5 fois, 10 fois moins de routes et d'infrastructures de liaison à construire pour pouvoir permettre à ses habitants d'avoir des relations. Et dans ce bouquin, peut-être que je l'avais là, je vous le ferai peut-être passer, on a aussi développé un code couleur. À cette époque, mon fils Oscar est en 6e en fait, et puis il commence à faire les familles des matériaux dans ses cours de physique-chimie. Et du coup, l'idée c'était de montrer les familles de matériaux, parce qu'elles sont forcément différentes, avec différents impacts en fonction de leur nature. Donc en gris, c'était les minéraux, mais pas que le béton, c'était tous les minéraux, donc de la laine de roche jusqu'au marbre. En vert, les produits biosourcés, le bois. En bleu, les produits verriers. On ne les a pas mis dans les minéraux parce que non seulement c'est des produits à haut niveau de transformation, et puis surtout si on avait mis toutes les fenêtres en gris sur les dessins, ça aurait été assez moche. Derrière, le plastique comme le rose, le plastique comme les malabars, et rouge comme le feu pour tout ce qui était les aciers. Par contre, sur la première édition, ils ont inversé le début et la fin, ils se sont gourés, on a derrière réimprimé le bâtiment. Ce qui est intéressant de voir, là c'est évidemment toutes les
les différents impacts. Donc on a travaillé sur la densité des matériaux et sur leurs émissions carbone, les évaluations de leurs émissions carbone. Et ce qu'on voit là, par exemple, c'est un volume de 10 kg de béton, donc de 20 par 20 par 10 de haut, et son émission carbone potentielle. Et on a travaillé du coup avec la méthodologie suisse parce qu'on s'est basé sur un post-doctorat qui avait travaillé sur un module d'évaluation. Et donc nous, on n'a jamais considéré que le bois stockait du carbone. On a considéré que le mode opératoire pour fabriquer quelque chose en bois, consommer de l'énergie, et donc on n'a jamais considéré la valeur négative du carbone qui a conduit à quand même mettre beaucoup de bois dans des immeubles en béton en France et qui était plutôt une forme d'aberration. On a aussi utilisé la méthodologie suisse parce qu'on a travaillé sur un panel de projets internationaux, et donc il n'était pas très intéressant pour nous de travailler sur une méthodologie qui était balbutiante puisqu'on a fait ces travaux avant que la réglementation se mette en place ici en France. Et après, pour faire ce travail, on a aussi utilisé un gabarit qui était la maison 8 par 8 de Prouvé, dont on connaissait la masse de chacune des pièces parce qu'elle appartenait à un fameux galeriste qui s'appelle Patrick Seguin. Et comme elle se promène de musée en musée, on la pèse parce qu'elle prend l'avion aussi, et que du coup, ça nous a permis de voir si les maquettes numériques qu'on produisait nous permettaient d'évaluer exactement la quantité de matière qui était produite. Et donc, si vous faites aujourd'hui un double numérique d'un bâtiment, vous êtes en mesure de connaître le volume de chacun des matériaux qui est utilisé, à condition qu'ils correspondent exactement à la manière dont les choses sont faites. Et derrière, on a rajouté 2 autres indicateurs qu'on a appelés la complexité et l'efficacité. La complexité, c'est l'effort de conception. Combien de pièces différentes sont nécessaires pour concevoir ce bâtiment? L'efficacité, c'est combien de pièces totales je vais devoir amener sur mon terrain pour pouvoir le construire. Et pour moi, c'était des indicateurs aussi intéressants parce qu'ils étaient vecteurs en fait de l'effort de conception intellectuelle, mais aussi du potentiel de réemploi de ces constructions. Et j'ai jamais perdu en tête, et je reste convaincu que les constructions d'aujourd'hui sont forcément nos sources de matière pour demain. Alors ça, c'était la manière dont les choses étaient présentées dans l'exposition. Et vous voyez, on a chaque fois fait en fait un extrait pour montrer la précision de l'ensemble des pièces. Je dis souvent aux étudiants, par contre, on n'a ni mis les vis et les clous, on a rajouté juste un certain nombre de pourcentages d'aléas, comme le ferait finalement un serrurier ou un menuisier qui va chiffrer une opération, il ne compte pas ses vis, il achète des boîtes. Et derrière, on a extrait à chaque fois ce qu'on a appelé le système, c'est-à-dire l'unité qui permet de reproduire le bâtiment sans rentrer dans la considération de son adaptation sur le terrain. Et on a fait, comme des grands amateurs de boîtes de Lego, l'inventaire exhaustif des 33 projets qu'on a analysés sur cette méthodologie. Donc je me suis un petit peu vengé sur cet état de l'art, c'est-à-dire que j'ai repris les choses très sérieusement après ce gros échec et ce traumatisme de l'incendie, et j'ai décidé de voir chez des personnes qui pouvaient m'inspirer quel était le potentiel de décarbonation. Et c'était assez surprenant quand même. Prouvé en 1942, pendant la guerre, construit un abri, une maison, qui n'a pas évidemment le confort thermique qui serait attendu après 1974, néanmoins qui offre un toit en période de guerre, une maison construite par 4 personnes en à peine 3 jours, à 100 kg du mètre carré, avec un impact carbone de 55 kg équivalent CO2 par mètre carré. La réglementation française a demandé à ce qu'on limite les constructions à 640. On est en 42, on connaît rien, Prouvé connaît rien au carbone, mais la démonstration est faite que la notion d'économie de moyens permet de diminuer l'impact environnemental de la construction. Donc ce n'est pas une question simplement technique, ce n'est ni une question théorique, ni une question de performance, c'est une question d'économie de moyens. Et la question de l'économie de moyens, finalement, les pauvres savent très bien ce que c'est, parce que quand on n'a pas grand-chose, on fait avec ce qu'on a, et finalement, on consomme pas trop d'énergie. Et la première chose, donc, c'est la sobriété. Derrière, on a mis l'ensemble de ces études de cas ensemble, qui ont été exposées au pavillon de l'Arsenal. Là, on a mis en place, en fait, notre gabarit. Ici était présenté l'ensemble des espaces, parce qu'évidemment, c'était bas carbone, mais c'était aussi super beau. Et l'idée, c'était de fabriquer un paysage. Derrière, j'ai été un peu challengé par mon groupe de chercheurs, et on m'a dit, bah oui, mais c'est super, tu fais que des trucs légers, mais ça ne tient pas dans le temps. En France, on est plutôt un pays de maçons. Toi, tu nous présentes des solutions de charpentier ou de menuisier.
c'est un peu la guerre entre les catholiques et les protestants, hein, on est revenu. Et donc on m'a demandé de faire 2 numéros dans cette belle revue suisse qui s'appelle Face, un sur le lourd et un sur le léger, où finalement, dans un premier, je me suis posé la question dans l'histoire de l'architecture, de la question des économies écologiques dans la construction, et le deuxième, sur les potentiels de la légèreté. Et du coup, je suis revenu un petit peu à ce que je vous montrais tout à l'heure. Finalement, est-ce que les squelettes ne sont pas déjà là? Est-ce que nous, on ne devrait pas venir de façon la plus légère et réversible possible? Et ce que me disait Deepshi Kausal, qui est une indienne formidable, qui était ma partenaire de recherche dans tous ces travaux avec Zurich, c'est est-ce que finalement le fait de faire comme ça ne nous permettrait pas le droit de nous tromper? Est-ce que, comme disait Camus quand il reçoit le prix Nobel, notre mission, c'est pas d'arrêter de refaire le monde, mais simplement d'empêcher qu'il se défasse. Et s'il doit se défaire, est-ce qu'il ne pourrait pas se défaire proprement, plutôt que de tout détruire? Et derrière, on a analysé et analysé de plus en plus de bâtiments. On sait toujours, et je me concentre aujourd'hui toujours sur la question du logement. Ça, c'est un immeuble magnifique, on dirait du Brutteur, pour ceux qui connaissent, qui est construit par 3 architectes fous, qui sont Van Tiegen, Van der Vlugt et Beckmann à Rotterdam, et qui déjà fabriquent un immeuble de grande hauteur avec, sur un polder. Donc, ils font une forme de coque en béton posée sur un ensemble de micropieux bois, et ils font une forme de quasi à bouteille, ça vous rappelle sans doute un certain Le Corbusier, mais cette fois dans une structure extrêmement minimale en acier, et tous les 3 niveaux, ils vont mettre un plancher en béton, acier-béton, pour pouvoir gérer la sécurité incendie, et ils vont le stabiliser avec des coursives en béton préfabriqué. On met en 1932. Cet immeuble, avec les évaluations d'émissions, je ne les ai pas mises là, mais il est à moins de 800 kg du mètre carré, il est sur 240 kg équivalent CO2. La réglementation sur du collectif, telle qu'elle a été lancée en 2022, on était sur 740. Donc c'est intéressant en fait d'utiliser les outils numériques, les technologies contemporaines pour regarder un petit peu ce que le passé nous apprend, à partir du moment où on va chercher dans des exemples qui représentent la question de l'économie de moyens. Et ça, je ne l'ai pas inventé. C'est déjà la manière dont Rondelet, quand il fonde l'Académie d'architecture, l'Académie royale d'architecture au début du XVIIIe, va théoriser finalement l'enseignement d'architecture, quelque chose qui se ferait avec les moyens disponibles, le nombre de ressources juste nécessaires et l'efficacité pour maîtriser le temps de la construction. Et derrière, on a développé de plus en plus en fait, des outils méthodologiques pour toujours essayer de représenter la nature des complexes. Donc ça, c'est des complexes traditionnels constructifs en fait, entre différents matériaux. Et c'est aussi pour expliquer qu'en fait, en comptant finalement les quantités de matière, on ne peut pas regarder des produits. Et l'idée quand même, c'est de fabriquer des maquettes extrêmement fidèles. Et c'est beaucoup plus que du BIM en fait. Le BIM est un assemblage de trucs, c'est une sorte de ce qu'on appellerait des jumeaux numériques. Et l'idée aujourd'hui, c'est de rendre accessible tout ce travail dans une plateforme qui s'appelle Open Architecture. Et j'ai la conviction que plutôt que de changer les comportements, et j'ai rien contre eux, mais de tous les actifs, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est former la jeune génération. En 5 ans, on pourrait apprendre à tous les architectes européens et même les étudiants en ingénierie également, à compter de la même manière. Et ma conviction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, personne ne contrôle. C'est-à-dire que tout le monde déclare au moment du permis, tout le monde est très content d'avoir son label, tout le monde est très content d'afficher son 0 carbone, 0 émission et ainsi de suite, mais personne ne vérifie rien. Et il y a des exemples dans l'histoire de l'architecture qui montrent que certaines fois, les architectes sont les garants en fait, de la production. Et c'est le cas notamment dans la reconstruction au Japon, où sans architecte, en fait, qui garantissait que vous ne dépassiez pas la surface maximum autorisée, que vous n'utilisiez pas plus de bois qui était disponible, parce qu'en fait, beaucoup de logements avaient été détruits pendant la guerre, en particulier à Tokyo, où on avait testé pour la première fois le napalm. Et l'idée, c'est que pas de construction sans architecte. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les architectes qui, suivant le code civil, finalement, sont les contrôleurs techniques de la construction, on ne serait pas non plus les contrôleurs techniques des objets construits. Et c'est le cas notamment en Belgique. Les Belges font la mission d'exécution et ils vérifient. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus avancés. On a eu l'occasion avec le groupe de recherche avec lequel je travaille d'aller tester ça à Bruxelles. Et ceux qui sont engagés dans ce processus de limitation dessinent l'intégralité du bâtiment tel qu'il se construit et livrent des dessins d'exécution. Et de cette manière, en maîtrisant finalement cet acte de construire, on pourrait être les garants de l'empreinte environnementale de la construction.
Et de ce point de vue-là, ça me semble une assez belle manière de repositionner le rôle de l'architecte dans la société. Je reviens très rapidement sur quelques images parce que le temps passe, mais c'est aussi cette idée de tout un tas d'imaginaires, nomades, sédentaires. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas se mettre dans une vision post-dualiste? Est-ce que finalement, les sédentaires ont toujours à tuer tous les nomades qui restent sur les terrains? Est-ce que les nomades vont continuer à attaquer tous ces sédentaires? Est-ce que finalement, cette question du lourd et du léger ne pourrait pas finalement atteindre une forme de complémentarité? Et je reprends finalement cet imaginaire de Yona Friedman qui, quand il théorise cette idée en 79 de l'architecture verte, met en place des structures qui sont jamais que nos ruines d'aujourd'hui, dans lesquelles on va légèrement habiter, comme on proposait de le faire dans ce projet de Momento Monumento. Et c'est tout un imaginaire qui est déjà latent, qui est déjà là, en particulier dans l'avant-garde, et sur lequel il faut encore trouver sans doute la forme, et il y en a certainement beaucoup de possibles. Et enfin, l'idée, c'est de mettre cette recherche en pratique, parce que j'ai beaucoup parlé, je vous ai raconté des belles histoires, j'ai montré comment les choses ont été construites, mais c'était plutôt du bricolage, et puis l'idée, voilà, c'est d'essayer aussi de voir si on peut faire ce qu'on raconte. Le premier test, ça se fait ici. Je parlais de cette aventure sur ce pont qui s'appelle le viaduc de Favazzina dans la Calabre. C'est un concours international. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé, on va dire, en solo après ces aventures collectives. C'est le premier concours que je fais. On le fait très vite avec quelqu'un qui est un grand ami aujourd'hui, s'appelle Samuel Najot. Ma femme est à quelques jours d'accoucher, et du coup on se retrouve un soir, on voit ce concours et on se dit tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire, et on fait très vite ce schéma. On se dit voilà, c'est quoi le potentiel de récupération d'eau pluviale des tabliers, c'est quoi le potentiel de stockage des tubes, et si on inventait un village vertical, une manière de coloniser la ruine à la façon de la ville spatiale de Yona Friedman, dans lequel en fait tout le principe de récupération de l'eau et de production de l'énergie était intégré pour que ce soit une ville zéro énergie, zéro eau. On fait ce concours en une nuit. Ça, c'est une image qui a été faite après le concours, mais vous reconnaissez mes petites boîtes qu'on a vues tout à l'heure dans le champ, que j'ai posées dans une forme de structure d'échafaudage qui venait ici renforcer un pont existant. Et on a gagné ce concours. Ça m'a ouvert les portes justement de l'ETH, ça m'a ouvert les portes énormément d'institutions, des rencontres absolument magnifiques avec des gens comme Alejandro Aravena, comme Lakaton Vassal, Wang Shu. Enfin, c'est une fondation assez incroyable dans des rencontres qu'elle permet. Néanmoins, on a quand même construit un pont à côté du pont, et le joli pont de Nervi a été détruit, as usual. Derrière, premier projet, on va dire, où j'ai deux amis qui sont un couple pour lequel j'avais déjà fait une maison et qui m'offre l'opportunité de mettre en œuvre mon petit système acier, bois, béton. Et je leur ai offert un kit à construire. Et en fait, c'est une maison qui est en bois de coffrage et qui a été intégralement, enfin pas intégralement, qui a été à 60% en termes de quantité de matière construite par ses habitants. C'est-à-dire qu'on a fait faire l'ensemble de la maçonnerie la plus légère possible en se battant comme des fous contre l'étude de sol. Derrière, on a été acheter des kilos d'acier à quelqu'un qui faisait des granges à bétail sans lui dire qu'on construisait une maison, comme ça on l'a payé au kilo. Et enfin, toute la partie intérieure, sauf la couverture, est faite en contreplaqué. Et c'est ces mêmes planches de bois de bouleau. Et ils ont construit, avec quelques copains, pas mal de Ricard, cette maison en 6 mois. Elle fait 450 mètres carrés et c'est un gîte qui s'est très très bien loué. Et qui est aujourd'hui disponible à la vente. D'ailleurs, je peux passer l'annonce pour eux. En parallèle, j'ai eu à m'occuper d'une grosse dame qui est la Cité des sciences et de l'industrie, sur lequel, en fait, on a eu tout un tas d'opérations
notamment la création d'un espace permanent dédié aux jeux vidéo, les aires de livraison de l'espace de stockage. C'est dans le cadre d'un accord cadre, quoi. Donc j'étais l'architecte à tout faire, entre autres, de cet établissement public. Et le plus intéressant projet qu'on ait fait, c'est l'activation de 7000 m² de toiture ici, pour venir en fait créer des nouveaux usages, et notamment la serre du département du vivant était là, et ils en avaient besoin pour mettre des nouveaux espaces de tri des déchets, parce que cette grosse dame ne triait pas ses déchets, et du coup on a rapatrié la serre dans l'axe majeur, et on a ici aussi un projet d'escalier, où ici on proposait de mettre un restaurant. Et donc en fait, la Cité des Sciences est déjà une deuxième reconversion, parce que certains ne le savent pas, mais c'était un abattoir, c'était l'EPR de la bouffe en fait, pour le dire très simplement, mais ils n'ont jamais finalisé les travaux, parce que c'est un peu comme l'EPR, parce qu'en fait on n'a jamais eu la puissance électrique disponible pour stocker la viande qu'on était en capacité d'abattre. Imaginez le délire un peu, et c'est aussi cette question de la performance, quoi. Est-ce que la performance, c'est pas d'être moins performant? Et je parle pas forcément de ralentir, je parle juste de réfléchir, ici. Et donc, cet espace de jeux vidéo, on l'a fait avec le réemploi d'un système de construction aluminium qui ne servait plus parce que les anciens présidents trouvaient qu'il était daté, parce qu'il avait été conçu, donc chacun venait avec son petit truc. Nous, on a fait tout en tissu et en tasseau. On a construit une installation à moins de 20 kg du mètre carré, et comme finalement on mettait que des écrans, on ne s'intéressait pas beaucoup à quoi ça ressemblait. Et puis on a fait une sorte de plan très simple en reprenant la trame de 3x3 toujours, qui permettait d'organiser ce projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Derrière, c'est surtout celui-ci qui est intéressant. C'est un petit peu le retour du musée passager, sauf que cette fois, il est fait pour construire une serre. Et on va occuper cette terrasse. Ici, c'est l'espace de livraison des expositions. Et on va être amené, en fait, à fabriquer un nouveau département du vivant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à un sujet super intéressant, puisque les serres ne sont pas soumises à la réglementation. Et donc, on va proposer de faire au président Macquart, à l'époque, la serre la moins carbonée de France. Donc, les serres, généralement, c'est du simple vitrage, c'est chauffé au fioul. C'est toujours le cas, hein. Tu ne me contreras pas, Sylvain, dans le centre horticole de la ville de Nice, ça tire plutôt pas mal, je ne vous donne pas l'impact, il est urgent qu'on fasse ce projet. Et en fait, grâce à ça, on a eu des subventions de France 2030, et on a fait une forme de prototype, parce que c'est la première serre en France, ça existait déjà en Suisse, hein, je fais juste que du transfert de technologie, la chance de passer de temps en temps la frontière, et on a fait une serre électrique. Et derrière, on a installé ce bâtiment, qui est moins démontable que ce que j'avais imaginé, mais qui, en fait, offre un plateau de travail beaucoup plus accessible qu'il l'était quand il fallait passer par en bas, et qui nous a permis vraiment de tester tout un tas d'hypothèses sur un bâtiment de 250 m², pour pouvoir essayer de décarboner à la fois la construction d'une serre, en essayant de rendre aussi démontable et réemployable le maximum de ces éléments de construction, et surtout de travailler sur la question qui n'était pas vue dans la première partie, c'est-à-dire l'impact énergétique de la consommation des bâtiments. Et on est sur une serre où la consommation elle est inférieure à 60 kW par mètre carré par an. Vous imaginez qu'un immeuble de bureau, on est plutôt sur du courant, sur du 180, et puis quelque chose qui serait assez performant, on irait chercher peut-être sur du 40. Là, on est dans un objet totalement vitré, ouvert. Néanmoins, on a travaillé aussi avec une super entreprise qui, plutôt que d'utiliser des profilés standards de serre, a détourné un système de façade rideau fait pour construire des immeubles justement de bureaux, de façon à pouvoir optimiser au maximum la consommation énergétique de ce bâtiment. On voit un peu les schémas et l'analyse de 3 petites vidéos. Ah, on connaît maintenant le chemin. Non, elle ne marche pas. Bon, c'est pas grave. On arrive direct à Besançon, où là se trouve finalement, j'ai envie de dire, un peu mon premier vrai bâtiment. Après ces 20 ans, ça a pris longtemps. Je crois qu'on a fait le concours en 2018, on a eu le contrat en 2019, on a été un peu bloqué en 2020, ensuite on a été un petit peu redébloqué. Et donc il est là. Et c'est en fait un projet qui s'inscrit dans
la réhabilitation, rénovation, régénération, comme dirait Anne Vigneault, qui est la maire de Besançon, de l'ensemble du campus de la Boulois-Thémis. Ça, c'est un magnifique bâtiment qui est l'Institut supérieur des beaux-arts, qui a été construit par Josep Luis Sert, un grand architecte espagnol, que vous connaissez aussi ici. Et nous, en fait, dans ce programme de 80 millions d'euros, on a 2,5 millions pour construire un bâtiment de 2000 mètres carrés. Ce n'est pas grand-chose. Donc ça va être le challenge. Et on va avoir la même démarche. C'est-à-dire que dans ce grand plan, développé par deux paysagistes d'altitude 35 qui ont eu l'équerre d'argent l'an passé pour le master plan, on va avoir cette partie-là avec territoire, on va dessiner avec eux, mais on a pas mal bossé sur ce truc-là, et on va déjà, initialement, elle devait se positionner là, on va décaler avec eux cette serre, et on va travailler sur une reconstitution du parvis, et finalement une forme de nouvelle entrée de ville. Il faut imaginer que le campus fait à peu près la moitié de la taille de la ville en termes d'emprise. Et c'est un projet global initié par l'ancienne doyenne Masha Voronov fin des années 2000. On est en 2007 quand ils font la programmation de la rénovation. Ils vont mettre 10 ans à le financer et les travaux vont avoir lieu entre 2018 et 2024. La serre est un petit peu la petite pièce symbolique, mais si vous voulez, tout le reste des bâtiments, à part celui-ci qui est aussi un nouveau bâtiment sur la biologie construit par Dominique Coulon, donc on fait un peu la diagonale, le reste n'est que de la réhabilitation. Il y a à peine 3,6 millions ici au final et 5,2 millions, donc il y a à peine 10% du budget qui est pour des parties neuves, le reste c'est uniquement des rénovations du bâtiment. Donc c'est un peu comme si on avait fait la cuisine et la salle de bain par rapport à un appartement, quoi. On a laissé le reste de l'appart à peu près correct, on a poncé le parquet, mais on a rajouté. Et là j'ai eu la chance pour la première fois de ma vie de faire un bâtiment. À l'époque, je reviens de Sicile et j'ai cette image en tête et je vais vous expliquer pourquoi. Et l'idée, c'était justement, c'était pas de sortir une forme, c'était d'en faire une sorte de temple en fait du vivant. Donc la dimension symbolique en fait est extrêmement importante dans la manière de mener. Et puis ensuite il y a toute la question de l'énergie, puisqu'on avait des fonctions froides qu'on a superposées, une serre froide sur laquelle on avait des locaux de stockage et de travail mais non chauffés pour des jardiniers. Puis ensuite des bureaux pour les botanistes sur lesquels on mettait la serre chaude et une stratégie aussi où là j'emprunte un petit peu l'écriture de Philippe Ram que je superpose aux fonctions de manière à pouvoir comme ça optimiser au maximum en fait l'ensemble des données énergétiques en termes de température du bâtiment pour le rendre le plus optimum possible. Et puis derrière, il nous était demandé en fait de construire un espace de grande hauteur, donc beaucoup ont construit des bâtiments très hauts, un peu des pyramides de verre, et nous, avec cette idée d'inscrire le bâtiment dans cette pente légère, est venue l'idée de creuser. Et c'est ce qui nous a permis en fait, de gagner ce concours, c'est-à-dire plutôt que de sortir un grand objet, aller chercher dans le sol, et plutôt que de s'étaler sur le terrain, de superposer les fonctions les unes aux autres. Alors je ne l'ai pas inventé, il y en a plein qui ont cette stratégie, elle est extrêmement efficace en fait, mais derrière on en a fait la démonstration. Et ça c'est l'image qu'on a rendue au moment du concours. À l'époque je fantasmais d'utiliser de la pierre de Bourgogne pour fabriquer mon socle, parce qu'en fait tous les espaces extérieurs sont faits avec cette pierre de Bourgogne. Malheureusement la pierre de Bourgogne telle qu'elle est ici, extraite de carrière, n'est pas porteuse, donc elle ne me permettait pas de porter ma grosse dalle de béton. Et puis derrière, avec le peu de moyens qu'on avait, quand on fait un bâtiment à moins de 2000 € du mètre carré, on n'est pas capable de se faire un soubassement en cailloux. Mais néanmoins, on a gardé cette forme. Et vous voyez, c'était vraiment l'idée d'une trame très répétitive. C'est un peu la rencontre entre la cité manifeste de la Caton-Vassal et ce temple de ses gestes, quoi. C'est ce dialogue finalement entre l'écriture d'une architecture économique contemporaine avec la symbolique de la manière de réintroduire le vivant au cœur du campus. Là, c'est au moment du chantier. Il y a aussi une chose très importante, c'est que l'ensemble des terres extraites ont été directement réutilisées pour faire ce parc derrière. Ensuite,
passion échafaudage. Donc je dessinais toutes ces pièces en m'éclatant absolument comme un fou avec mon copain Nicolas Didier, ingénieur. Et puis derrière, la manière dont le projet petit à petit s'est construit. Et cet espace qui s'appelle la Fosse Guyanaise, une chose très belle qu'a dit le paysagiste Étienne Voiriot avec qui j'ai dessiné, c'est que souvent en fait on va raser un terrain et puis on va amener des plantes. Cette collection de plantes, c'est son 15e bâtiment. Elle a été initiée par un médecin en 1590, elle a été instituée au cœur de l'hôpital universitaire au début du XVIIIe siècle, et certaines familles de plantes donc, sont pratiquement cinquantenaires dans cette histoire, et les plantes étaient déjà là, elles étaient stockées, elles attendaient juste d'être plantées. Le plus gros matériau de ce bâtiment, c'est la terre. Il y a 1020 mètres cubes de terre, à peine 500 mètres cubes de béton, mais c'est déjà pas mal, qui ont été nécessaires à construire ce bâtiment, et à peine 22 mètres cubes d'acier, quand on comprend l'intégralité du ferraillage qui a été nécessaire pour le faire. Et là, l'idée, c'était de mettre en pratique la méthode, et en fait, en faisant l'exé, ce que je vous racontais, qui était mon hypothèse et mon intuition, on a travaillé de façon absolument extraordinaire avec l'ensemble des entreprises. Pour vous donner un exemple, on le voit peut-être à un moment, non, je ne l'ai pas encore, je le dirai plus tard dans ce cas-là, mais tous les bétons ont été testés, étudiés. Moi, j'étais pas forcément très convaincu de l'utilisation du béton, mais j'étais absolument fasciné, mais vraiment fasciné par la découverte de la culture de la maçonnerie. Comprendre qu'on est à peu près 50 000 archis en France, il y a quand même 500 000 maçons. Donc il y a quand même un savoir-faire qui est ancré dans nos territoires, dans ce pays de maçons qui est la France, et qui du coup, il est bon de pouvoir travailler, exploiter et mettre en œuvre. Et puis après, donc là, on voit très simplement le bureau. Il faut imaginer qu'un carré, c'est 5 par 5, 25 mètres carrés. Donc c'est le bureau des chercheurs, 100 mètres carrés, le bureau du directeur, la petite tisanerie, comme il l'appelle. Ici, c'est tous les espaces, les sanitaires, avec les douches et les vestiaires. Et ça, c'est la grainetterie, le bureau des greffes, le garage, et puis derrière, l'ensemble des espaces de stockage. Puis finalement, on a quand même tout isolé, parce que quelque part, de mettre de l'isolant là ou là, ou de mettre de l'isolant là ou là, ça ne changeait pas grand-chose. Il y avait que 10 mètres à rajouter, donc finalement, on se l'est permis. Et donc, des fois aussi, dans l'économie, il faut savoir consommer. Peut-être qu'il n'y a pas forcément d'art de l'économie, comme dirait mon ami Didier Debarge, il n'y a qu'un art de la dépense. Et dessus, dans ce système de carrés, un principe de méandre, comme une rivière qui coule, qui organise le parcours du visiteur. Ça, c'est la nurserie, dans laquelle en fait, on a toutes les plantes qui sont en développement, peut-être de pouponnières, et puis derrière, un ascenseur qui permet de monter d'un étage à l'autre. Là, on voit la passerelle qui a gardé ce principe. Et puis finalement, on s'était posé la question, mais comment on va franchir 15 mètres ? En fait, on va juste mettre un poteau tous les 5 mètres. Et puis comme ça, la passerelle sera 10 fois moins lourde. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Et tous les dispositifs qu'on a empruntés aussi aux aménagements paysagers de la ville, qui est un très beau parc avec une œuvre de Patrick Seurat quand on sort de la gare de Besançon-Viotte. Et du coup, on a repris aussi tout le dialogue avec les éléments. Vous en avez un aussi ici d'ailleurs à Nice. Des aménagements paysagers en Corten pour faire un rappel aussi, puisque c'est assez exceptionnel quand même de faire un bâtiment pour des plantes, de faire un bâtiment dans lequel il pleut. C'est une chance incroyable. Le dernier qui a ouvert en France, c'était il y a 15 ans, donc je n'ai pas caché mon plaisir. Et puis derrière, on a repris notre méthodo. On a modélisé chacun des petites pièces. Il y a 5000 pièces différentes pour fabriquer le clou couvert, 4990 et quelques. Et ce bâtiment, on l'a également passé à la moulinette du test. Et la maquette numérique que vous voyez là, c'est la maquette de la synthèse. C'est-à-dire qu'on a pris tous les plans de fabrication d'atelier et on les a tous réintégrés dans notre manière de faire l'assemblage. Et l'idée, c'est de capitaliser sur le retour d'expérience. Parce que qu'est-ce qu'on apprend des choses en redessinant les choses qu'on a construites ? Ça, c'est absolument incroyable. Le problème, c'est qu'on n'a jamais les moyens de le faire. C'est là aussi où quand on paye un archi 5%, il ne peut pas faire son boulot. Quand on perd un archi 10%, il peut à peine faire son boulot, mais quand on le paye 20%, il peut vraiment faire son travail et être de plus en plus utile.
D'où l'intérêt aussi, et ça c'est mon petit message pour l'ordre, hein, de militer pour l'obligation de la mission de synthèse sur toutes les opérations. Ça me semble être le meilleur moyen de contrôler l'impact environnemental de la construction. Et puis tous les détails avec lesquels on s'est amusé, la manière de gérer les ouvrants, parce qu'évidemment une serre c'est surtout aussi un climat, et c'est une manière comme ça de gérer en fait, parce qu'on gère l'hydrométrie, on gère donc l'humidité, on va gérer la température, on est capable de la rafraîchir, on est capable de l'ombrager. C'est un système bioclimatique, et aujourd'hui cette serre qui devait s'appeler Jardin des Sciences s'appelle le biome, et elle porte bien son nom. Et enfin, la seule finalement plaisir, c'est qu'on a repris notre contreplaqué, cette fois c'est de l'Okoumé, on l'a gentiment huilé pour que ça sente une petite odeur, et en fait tous les aménagements intérieurs ont été faits avec du bois, de la laine de bois, pour rendre ces espaces les plus agréables possibles pour les gens qui y travaillent. Et puis ça c'est la manière dont le projet apparaît aujourd'hui au coucher du soleil. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait ce jeu de cannelure auquel on est arrivé tout simplement parce qu'il était tous les jours devant moi dans mon bureau. Il était déjà sur tous les bâtiments techniques de la Cité des Sciences. À un moment, je me suis dit, putain, j'ai quand même juste fait le truc que je vois tous les jours. Mais ça nous a aussi surtout permis... enfin plutôt ça a été le cadeau de l'entreprise, ils ont surdosé le ciment pour pouvoir faire tenir les cannelures et donner une plus grande pérennité en fait à tout ce bâtiment qui est plus finalement un béton de structure lambda de bâtiment, mais qui est un béton d'infrastructure. Parce que quand on construit un pont, on surdose de 13% le ciment, mais ça lui permet d'avoir une pérennité de 100 ans. Et ça aussi, hein, dans la question des économies, est-ce qu'il faut minimiser le ciment pour pouvoir juste avoir la dose des 50 ans d'obsolescence d'un bâtiment, ou est-ce qu'il ne faudrait pas juste se dire que ce n'est plus des structures, ce sont des infrastructures, que demain, on pourrait éventuellement reconstruire. Il faut comprendre aussi que cette dalle, elle a 1250 kg de capacité de portance, et demain, si on veut monter toute la serre, c'est possible, et si on veut y installer une école maternelle, les fondations sont déjà là, prêtes à l'accueillir, et la trame de 5 par 5 nous permettra de faire un joli petit parking pour que les véhicules électriques des enseignants et de la directrice puissent s'y garer. Dernière petite vidéo. Voilà, et donc là on voit bien, certes, c'est d'autres moyens, notre petite serre avec ses petites gargouilles. Ah oui, un point aussi important, on a doublé la capacité de récupération d'eau pluviale pour que ce soit un bâtiment positif en eau. Le bâtiment est totalement chauffé avec un système de chauffage urbain à la biomasse, donc il a une empreinte aussi extrêmement faible. Et ce que je dis un peu, je ne devrais pas le dire en conférence, mais je fais un petit peu comme Sergei Boubka, quoi. Je dis à chaque fois que mes clients qu'ils ont la serre la moins carbonée, parce que je m'en laisse toujours un petit peu, puis comme on découvre, on arrive comme ça à donner de la performance, et là on voit un petit peu les différents espaces. Le travail magnifique qui a été fait avec Territoire, donc les scénographes du paysage qui m'ont accompagné dans le dessin de tous ces aménagements intérieurs. Ces collections de plantes, il faut imaginer qu'elles sont là que depuis 3 mois, vous voyez qu'elles ont l'air assez heureuses. Et là, voilà, c'est la séquence où on voit comme ça ce grand... Ces dispositifs. Et puis là aussi, on a convaincu la maîtrise d'ouvrage de rajouter cette petite finalement source d'eau, de façon à ce qu'il y ait aussi une atmosphère en fait d'un environnement naturel au sein du bâtiment. Un travail aussi d'arrache-pied, le pire, ça a été avec les lots fluides. Pour leur faire et mettre correctement un truc, c'est quelque chose de assez incroyable. Je crois que ça va être le combat de mes 20 prochaines années. Néanmoins, tout le monde a quand même joué le jeu. On était en lots séparés, on a eu la mission d'Exé. Et c'est vrai que d'amener comme ça une communauté à participer à la construction d'un bâtiment, avec les peu de moyens qu'on avait, ça a été une aventure humaine assez extraordinaire. Et maintenant Nice. À Nice, on nous demandait de faire 2 serres. Donc c'est dit comme à Besançon, quoi. On va peut-être en faire qu'une. Ça, c'était la première hypothèse, parce que si on fait qu'une serre, vous voyez le linéaire de toute cette partie-là, ça permet d'économiser déjà tout un linéaire de façade. Et finalement, c'est un peu des maths, hein, quelque part. C'est des maths et de la géométrie, du bon sens. Et ce qui fait aussi peut-être la particularité de mon approche, puisque j'ai construit beaucoup de mes trucs moi-même, c'est que je compte les sous.
Et c'est vrai que quand on fait nous-mêmes l'économie de notre construction, on peut aussi faire l'économie de l'écologie de notre construction. Et c'est un peu cette idée aussi. Il ne faut pas déléguer la question du pognon. C'est le nerf de la guerre, c'est ce qui intéresse les gens. Et après, ça peut aussi en faire une qualité, et c'est ce que disait, donc je le disais, Rondelet, mais bien d'autres, déjà depuis bien longtemps. On avait un plan simple qui a un petit peu changé, mais globalement, on avait une serre ouverte au public, on avait 2 compartiments thermiques et puis un bâtiment de stockage. Et là, notre idée, c'est que ce futur centre horticole doit s'installer en fait dans le parc de la Plaine du Var. Et ce qui nous semblait dommage, c'est que ça soit un bâtiment sur un terrain avec une clôture. Donc on a proposé d'intégrer la clôture et du coup, on a appelé ça l'écotone, de la manière à ce que toute la frange en fait soit une frange hospitalière et qu'elle nous permette en fait de créer un lien entre les jardiniers et le jardin, entre le public et les plantes, de façon à ce qu'elles soient habitées. Et du coup, la stratégie était assez simple, c'est que tout ce qui est de l'intérieur, ici, on utilisait une serre standard et tout l'argent, on le mettait uniquement dans la promenade. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait un objet de serrurerie, et c'était finalement l'idée, je vais vous le montrer derrière, mais de travailler la promenade de façon à pouvoir accompagner et faire cette mise en relation. Et il y a des histoires très belles en plus, parce que ces jardiniers font une forme de pollinisation. On raconte que les enfants vont chercher des glands dans la forêt, ils vont ensuite les faire grandir au sein des serres pour derrière les revendre à la kermesse et que les mamies repartent les planter dans leur jardin, de leurs petits hôtels particuliers. Et c'est cette relation qui me semble absolument intéressante à travailler, c'est aussi cette relation entre architecture et paysage. Il n'y a pas de paysage pour l'architecture, les deux sont intimement mêlés. Et ça, c'est la vue depuis une place qui n'existera peut-être jamais, mais en tout cas qui était dans le programme, avec cette idée de faire un lieu où devaient être installés tous les bureaux du centre horticole dans 2 opérations de promotion immobilière non déterminées, et du coup de vraiment travailler encore une fois sur une écriture singulière, de la répétition, et de l'amener sur des objets standards et industriels, c'est-à-dire de rajouter un petit peu de poésie. Et là, on voit l'écriture de cette grande promenade, avec cette idée qu'elle soit toute blanche aussi, pour simplement dialoguer avec ce que vous connaissez tous, la problème des Anglais. C'est vraiment mon point de vue de touriste, mais ça permettait de remettre le paysage dans le paysage et de donner une forme, comment dire, d'écriture à la fois simple et contemporaine. Et puis c'était aussi une manière de refaire ce magnifique bâtiment de Renzo Piano, la Menil Foundation, avec 3 francs 6 sous, puisque c'est quand même un bâtiment qui fait quasiment 100 mètres de long, 40 ou 50 mètres de large, entre 4000 et 5000 mètres carrés en fonction des hypothèses qui seront finalement retenues. Et l'idée, c'est de vraiment travailler sur une serrurerie des espaces publics de façon à fabriquer un écrin pour ce bâtiment d'utilité générale qui accueille le travail des jardiniers de la ville. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.